Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de prédilection, Mag le Bazar. Vous avez choisi la DRTV, en tout cas, vous avez bien fait parce que Mag Bazar vous informe au-delà de l'actualité. L'actualité aujourd'hui va porter essentiellement sur la guerre en Ukraine. Il faut dire qu'alors qu'on s'attendait à une guerre de 3 jours en Ukraine, la surprise c'est qu'au jour le jour, la guerre prend de l'ampleur et aujourd'hui il faut compter plus d'une vingtaine de jours. Les spécialistes s'interrogent en tout cas, est-ce qu'une stratégie faussée? En tout cas on ne sait pas. Et pourquoi cette guerre, en fait la question reprend, et jusqu'où cette guerre? Une guerre qui nous présente vraiment beaucoup de tableaux stratégiques et diplomatiques, pourquoi pas? Une guerre bourrée de sanctions, en tout cas pour tout comprendre, pour tenter de comprendre, avoir une certaine lumière autour de celle-ci. J'ai invité une fois de plus, cette fois-ci sur mon plateau, en tout cas un spécialiste dans le domaine de la diplomatie. Il s'agit de Maître Anissé Poitier-Amar. Il n'est pas nouveau sur mon plateau. En tout cas, on a eu le temps de discuter bien des questions aussi importantes et sérieuses avec lui. Il est avocat et politologue. En tout cas, il faut ajouter qu'il est spécialiste dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales. C'est même la raison pour laquelle je l'ai emmené sur ce plateau, parce qu'il s'agit de sa matière. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Roumik. Alors, ça fait belle lurette. Je me souviens dernièrement, on a parlé du pays, mais cette fois-ci, nous allons plus à l'international, en tout cas. Mais avec plaisir. Alors, avec plaisir, maître, du coup, il faut commencer par, pour chauffer notre débat déjà, et la guerre à cette époque, à ce siècle, alors que les guerres, nous les avons connues dans des livres. Nous les lisons dans les livres, les guerres à ce niveau. Mais en tout cas, l'Europe est en pleine dans une telle guerre. Et vous, en votre qualité de diplomate dans ce domaine, et vous mettrez les relations internationales, comment avez-vous accueilli cette guerre? Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que l'Europe déclenche une guerre en pleine Europe en tout cas? Non, déjà, je commencerai par rectifier quelque chose. Je suis diplomate de formation. Ah ouais. Je ne suis pas en fonction, je n'ai jamais exercé. Voilà. Et donc, je donnerai des opinions sur la question à partir de cette position-là. Ah, ok. Une guerre à notre époque, surtout dans un continent qui a connu la paix relativement sur une période assez longue, c'est quelque chose d'assez de particulier. Ça choque tout le monde. Il y a des blessés, il y a des morts, il y a des déplacés. C'est vraiment choquant. Mais toujours est-il que ce n'est pas, on va dire, la première guerre de ce siècle. Avant, on a commencé le siècle avec une entrée en force en Afghanistan des forces alliées. Il y a eu l'invasion de l'Irak aussi. Ça a été une guerre. Il y a eu des morts, des déplacés. Il y a eu la guerre de la Libye. Il y a toutes ces opérations. Donc, celle-ci est particulière, certainement, mais il ne faudrait pas l'isoler du reste de ce que nous avons connu depuis le début du siècle. Alors, maître, oui, bon, nous suivons en fait l'évolution de cette guerre et les raisonnements, vous allez constater, les analyses changent au jour le jour par rapport à la situation sur le terrain. Mais ce qui est indubitable, c'est que l'OTAN est aujourd'hui, la Russie aujourd'hui en face, il faut dire, de l'OTAN et vice-versa. C'est deux géants qui s'affrontent sur un terrain, il faut dire, l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, je dirais, est soutenue. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de dire aujourd'hui qui, en tout cas, dicte l'ordre mondial aujourd'hui? Il est assez difficile de répondre à cette question, sauf si on va de façon spécifique sur des domaines particuliers. Mais je reviendrai d'abord sur le fait que vous avez mentionné que l'Ukraine est le terrain d'affrontement des puissances. Voilà. Donc, ce que on pourrait qualifier, si on se permet le néologisme, une angolanisation de l'Ukraine. Parce qu'en Angola, c'est ce qui s'était passé, les puissances s'affrontaient sur un autre territoire et par personnes interposées. Ici, dire qui dicte l'ordre mondial, je serais tenté de dire qu'il y a un avantage du côté américain, parce que, évidemment, les États ont vocation à faire puissance. La puissance ici étant
on va dire, l'opposé du pouvoir. À l'intérieur, les États exercent des pouvoirs, donc les trois traditionnels qu'on connaît, mais à l'extérieur, ils font puissance. Donc la vocation à dominer les autres, par la force ou par la paix. Donc ce sera soit par le commerce, soit intellectuellement ou par d'autres moyens, sinon par la guerre. Donc les États ont cette vocation. Ce qui fait que certains États qui se donnent le plus de moyens vont grandir jusqu'à devenir des empires. Et l'empire ne supporte pas de rival. Donc il y aura une tendance à évacuer les autres. Et quand vous regardez la particularité de l'empire américain, c'est d'abord un ensemble de 13 colonies qui deviennent ensuite une grande puissance. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'une ancienne colonie devient une grande puissance. Alors cette ancienne colonie, en devenant un État et commençant à exercer, à faire puissance sur son continent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse tous les Européens du continent américain, d'abord. Donc là, on est dans la doctrine Monroe, mais par la suite, ils viennent dans les affaires mondiales avec la Première Guerre mondiale et ils ont un plan de civilisation parce que généralement les empires vont avoir un projet de civilisation. Donc l'Amérique a un plan de civilisation et pour suivre ce plan, vous verrez que dans la déclaration d'indépendance des États-Unis et dans le préambule de la Constitution américaine, les éléments que vous y trouvez sont rapportés à la conférence de Versailles par le président Wilson à l'époque, donc les 14 points de Wilson. Les Américains repartent sur leur continent, ils reviennent dans les affaires mondiales avec la Deuxième Guerre mondiale, ils y mettent fin et à ce moment ils proposent les 4 points du président Roosevelt qui ensuite donneront la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand vous regardez cette déclaration, vous verrez que les droits qui y sont consacrés sont les droits que les Américains reconnaissent à leurs citoyens. Donc l'Empire tend à devenir planétaire à ce moment-là. Seulement qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS deviendra une grande puissance aussi parce qu'elle aura la bombe atomique. Absolument. Et là commencera le dialogue de puissance entre les deux. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les Américains poursuivent leur extension. Mais déjà à partir des années 70, ils font une transformation. Ils comprennent que dans un monde de puissance nucléaire, la guerre devient impossible. En fait, il y a une formule de Raymond Aron à l'époque qui disait « la paix impossible et la guerre improbable ». Donc, quand on a l'arme nucléaire, la paix n'est pas possible. Par contre, la guerre, elle devient improbable puisqu'il y a la dissuasion. C'est ça. À ce moment, cet empire va inventer un nouveau mode de domination du monde. Donc, ils vont passer à l'invention du soft power. On n'utilise plus la force, mais on va dominer les autres dans leur esprit. On va créer des connaissances, des savoirs. On va devenir le centre principal de la production de connaissances dans le monde. Et à partir de là, on dominera les autres. Donc Hollywood va y participer. Les universités américaines vont y participer. Et avec ça, on obtient l'américanisation de la planète. Et ça atteint la Russie, ça atteint la Chine, parce que vous verrez qu'en Russie, en Chine, les gens mangent du McDonald's, ils boivent du Coca-Cola, ils portent des blue jeans, ils portent des t-shirts, des baskets, ils regardent des séries américaines et des films américains. Et donc, l'américanisation du monde est, de ce point de vue, acquise. Cependant, les puissances militaires qu'était l'Union soviétique à l'époque, donc après que les Américains aient démantelé l'Empire britannique et l'Empire français, parce que vous vous souviendrez que la Charte des Nations Unies mentionne des droits qui n'existaient pas avant, notamment le droit à l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'interdiction de la colonisation. Donc avec ces 3 éléments, les Américains ont démantelé les 2 derniers grands empires. Et ils vont se retrouver face à l'Empire soviétique qu'ils vont démanteler avec le soft power, parce qu'on se souvient qu'on n'a pas tiré un seul coup de feu, l'Empire soviétique s'est effondré. Et là, on a une Russie qui essaie de résister à cela.
Donc, si vous demandez qui domine le monde, voilà. Je viens d'y répondre, les Américains sont partout dans les esprits. Mais militairement, bien qu'ils soient, qu'ils aient des moyens supérieurs à ceux de toutes les autres puissances, mais dès l'instant où un pays a la bombe atomique, il a une capacité de dissuasion. Or, la Russie a le deuxième stock après les États-Unis. Et donc, de ce point de vue, militairement, on pourrait dire qu'il y a, si on compare juste les deux pays, il y a une sorte d'équilibre. Voilà, mais sur les autres domaines, que ce soit l'expertise, il y a un indicateur très important. Si vous regardez le nombre de brevets enregistrés dans le monde, les Américains sont très loin devant tous les autres pays. Et ça, c'est un indicateur de domination. Voilà. Alors, merci bien, maître. C'était pour rentrer dans le vif de notre sujet. Il fallait d'abord partir de là, en tout cas, aller loin pour faire cette analyse sans laquelle on ne pourrait pas comprendre le sens de ce que nous allons aborder. Alors, maître, vous avez suivi les analyses, vous savez mieux que moi, certainement, cette question d'évasion qui revient. Alors, à ce siècle, voilà la Russie qui se lance sur un État indépendant, il faut le dire comme ça, qui bénéficiait de toute sa liberté, sa paix, ainsi de suite. Et les analyses, quelque part, on dit que la Russie a bel et bien raison au regard des clauses conclues entre les deux camps et que l'OTAN tenterait de gagner du territoire vers la Russie, vers l'est de l'Europe, je veux dire, ce qui mettrait en difficulté. Alors, en tout cas, c'est pour chercher à comprendre. Alors, maître, selon vous, est-ce qu'une guerre, une invasion peut être légitime? Est-ce que la Russie a la légitimité de poser un tel acte? Est-ce que cette invasion, je veux dire, est légitime? Ben, vous faites très bien de poser la question en termes de légitimité plutôt que de légalité. Et de ce point de vue, je repartirai vers la Charte des Nations Unies qui parle de la légitime défense. Donc, dans la Charte, il est interdit parce que le but de la Charte, c'est de préserver la paix et la sécurité internationale. Absolument. Et de ce point de vue, tous les actes d'agression sont condamnés, sauf ceux de la légitime défense. Alors ici, on dirait, mais est-ce que ça s'emploie, la légitime défense? Est-ce qu'il y a eu attaque? Et la réponse est fournie par l'Occident. Les Américains ont inventé le concept de guerre préventive. Absolument. Ils sont allés en Irak parce qu'il y aurait en Irak des armes de destruction massive. Et pour éviter que ça n'arrive chez eux, ils y sont allés. Donc ils ont inventé le concept. Ici, on verrait Poutine dans la reproduction du scénario américain. D'ailleurs, il a parlé lui aussi des armes nucléaires qui seraient en train d'être préparées en Ukraine. Et donc, c'est la réponse du berger à la bergère. Ils ont inventé un concept, l'autre est en train de l'utiliser. Et d'ailleurs, dans la reproduction toujours de la démarche américaine, on verra que l'opération conduite par l'OTAN en Serbie en 1999 était une opération qui ressemble un peu à celle que fait Vladimir Poutine. Parce qu'à ce moment-là, la Russie de l'époque est surprise de voir le mode opératoire de l'Occident. Ils avaient neutralisé la Serbie dans ses capacités défensives avant qu'il y ait quelques descentes au sol. Et la Russie étant surprise par cela, a commandé une étude pour comprendre ce nouveau mécanisme. Et l'armée russe appellera le type d'attaque la guerre sans contact. Et ici, on voit la Russie dans cette démarche de guerre sans contact. Donc elle a commencé par détruire les capacités défensives avant d'entrer sur le territoire. Et tout le monde sait que c'est une question de temps, mais sinon elle a paralysé l'Ukraine et elle va arriver au cœur du pouvoir. Alors, elle va arriver au cœur du pouvoir. Nous allons examiner les forces sur le terrain. Alors, en suivant le cours des événements et l'évolution de la guerre y compris, alors, maître, peut-on parler d'un rapport de force, bien que vous parlez, de la destruction de la défense, de toute la défense ukrainienne? Et tactiquement, est-ce qu'on peut parler des rapports de force? Parce que certains spécialistes pensaient que la guerre devait durer peut-être il faut dire 3 jours à 4 jours. Mais aujourd'hui, ça a gagné le terrain. On est presque dans une vingtaine de jours, bientôt 1 mois.
est-ce à dire que la Russie surprend le monde à fausser en fait tactiquement ou stratégiquement, ou encore l'Ukraine résiste? Vraiment, c'est une question que je voudrais avoir une certaine... D'un point de vue, je ne suis pas militaire, oui, je sais, mais c'est acquis sur le plan militaire, selon les informations que l'on a, que l'Ukraine n'est pas capable de résister à la Russie. La Russie est quand même l'héritière de l'URSS qui avait vaincu Hitler. Donc on parle de deux choses qui ne sont pas comparables. Cependant, concernant le timing des opérations, il faudrait à ce moment faire des comparaisons internationales. Combien de temps ça a pris aux Américains, qui avaient beaucoup d'alliés avec eux, pour mettre l'armée irakienne à genoux? Je ne pense pas que c'était 3 jours. Je n'ai pas revu cela, mais je ne pense pas que c'était 3 jours. Cependant, je me souviens que l'opération de neutralisation des forces de Milosevic en 1999 avait pris 78 jours. Donc ici, si on fait la comparaison entre les deux, puisqu'il s'agit d'une opération presque de même nature, quand on compare, on pense qu'on pourrait conclure que ce serait hâtif de tirer des conclusions sur l'efficacité de l'armée russe. Et bien entendu, je n'en suis pas le défenseur ici. En tout cas, le souhait serait, chers téléspectateurs, d'avoir un ancien stratège, par exemple, de notre armée, déjà à la retraite, bien sûr, qui pourrait venir nous expliquer c'est la partie stratégique ou tactique de cette guerre. Question de faire comprendre aux Congolais réellement ce qui se passe, que de se limiter souvent à ces médias qui nous bombardent des choses sans analyse, je veux dire. Alors, Maître Lotan, revenons-en. Alors, nous avons suivi l'échec vraiment de la diplomatie. Ça, c'est un point de vue. Hein, la diplomatie française vis-à-vis de la Russie, nous avons senti ce balai diplomatique. Macron allait et revenait, Macron allait et revenait. Alors, nous avons vu la résistance de Poutine jusqu'à se lancer à l'attaque de ce pays. Alors, pourquoi la diplomatie peut faire échec? Mais parce que les moyens diplomatiques ne sont pas les moyens militaires, bien que les deux corps dans les pays se parlent souvent et même au niveau international, mais n'empêche que la diplomatie a vocation à convaincre, tandis que la guerre, c'est pour vaincre. Et donc, on peut avoir des impatiences quant à l'action de convaincre pour aller plus vite, et quelquefois, on va vaincre pour mieux convaincre. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, la complémentarité entre l'action militaire et l'action diplomatique, c'est un fait documenté. Oui, bon, mais sur le terrain, on a tendance à croire à voir d'ailleurs l'avancée des troupes russes qui aujourd'hui ont occupé presque la quasi-totalité de ce pays. Alors, à ce moment-là, on peut dire que la guerre est un langage, la guerre est une expression, la guerre est un moyen en ce moment-là. C'est un moyen d'action, certainement, un moyen, une expression aussi, expression pour les militaires en particulier, parce que lorsqu'il y a des opérations militaires, par exemple, là, la Chine observe ce que fait la Russie, et de la même façon que la Russie avait observé l'OTAN en Serbie, et elle reproduit l'action. Aujourd'hui, la Chine et les autres puissances observent la Russie en action. Les Américains sont en train de lire les moyens que déploie la Russie, parce que quand on s'engage dans l'action physique, on se révèle. Donc ceux qui lisent sont en train de noter, ils analysent les différents procédés. Donc je crois que c'est un langage, oui, j'adhère à cela. Alors, merci bien, Maître. Alors, nous avons tous suivi, nous suivons tous l'attitude de l'OTAN. L'idéal serait, on pensait que l'OTAN devait vite agir pour protéger l'Ukraine, et nous avons suivi les différentes communications du président ukrainien qui sollicitait l'ouverture des portes de l'OTAN. Mais ça s'est limité au niveau des sanctions, au niveau des aides, des accompagnements, des soutiens, ainsi de suite. Alors, pourquoi cette attitude de l'OTAN? Comment vous l'expliquez? Mais ça s'explique par la dissuasion nucléaire. À partir du moment où on a cassé l'atome, le monde avait changé à ce moment-là. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est, on va dire, un reflet de ce changement intervenu à l'époque. Et
vous parliez de langage tout à l'heure, je vais vous évoquer quelques éléments historiques de langage atomique, si je puis l'appeler comme ça, ou très bien nucléaire. Lorsque l'OTAN est formée, donc le traité entre en vigueur le 24 août 1949, le 29 août, Staline fait exploser la première bombe atomique soviétique. Donc, les uns sont dans la diplomatie, l'autre répond par le feu. Il leur dit, vous vous rassemblez, mais moi j'ai une puissance de feu pour vous retenir, quel que soit le nombre que vous serez. Donc à partir de là, le monde commence à changer et on a beaucoup de répétitions de scènes historiques ici. Lorsque, en 1955, l'Allemagne de l'Ouest, donc la RFA, rejoint l'OTAN à l'époque, c'est en mai 1955, quelques jours plus tard, Staline signe avec les pays de l'Est le pacte de Varsovie. Donc l'ère atomique commence déjà à ce moment-là et jusqu'aujourd'hui ça se poursuit parce que je vous ai rappelé la phrase de Raymond Aron tout à l'heure qu'avec la bombe atomique, nous sommes entrés dans une époque où la paix devient impossible, mais la guerre improbable. Et dans le cas de l'Ukraine, ça se vérifie. Mais ici, il y a un élément plus important à observer, c'est que les nations prudentes, à partir de ce qui se passe en Ukraine, vont se rendre compte que tout le monde est en insécurité, sauf si vous avez la bombe atomique. Absolument. Et à ce moment-là, en utilisant le jeu des alliances, les nations qui ont vocation à se développer, notamment en Afrique, par exemple le Nigeria, qui aura bientôt 500 millions d'habitants, donc sera plus peuplé que les États-Unis, ne peut pas être un pays qui se mette en dehors d'un parapluie nucléaire. Absolument. Donc chacun devra rechercher le parapluie nucléaire et nous allons entrer dans une phase de spéculation et de surenchère nucléaire. Toutes les puissances nucléaires vont comprendre à partir de ce qui se passe en Ukraine qu'elles ont une carte à jouer. Elles peuvent donc engager des travaux pour construire des réseaux de défense qui ressemblent à celui de l'OTAN. À défaut d'entrer dans l'OTAN ou de se mettre avec la Russie, celui qui a la bombe atomique peut offrir sa bombe atomique comme moyen de protection à d'autres pays et construire avec ces pays-là des alliances. Je vous parlais du Nigeria. Supposez une alliance entre le Nigeria et le Pakistan. Le Pakistan gagnerait en augmentant ses effectifs des armées parce que le Nigeria à venir viendrait avec 500 millions d'habitants. Donc ça pourra permettre de former une grande armée pour ce réseau-là. Et le Nigeria, de son côté, bénéficiera du feu atomique qui va dissuader tout le monde d'aller sur son territoire et pourra à ce moment-là se développer. Et donc, avec la bombe atomique, c'est une nouvelle ère. Ceux qui ne sont pas sous un parapluie atomique sont des proies faciles pour tout le monde. Et sur cela, j'appellerai votre attention sur le fait que tout le stock nucléaire aujourd'hui se trouve dans l'hémisphère nord de la planète. Tout le stock nucléaire s'y trouve. Absolument. Alors, ça pose un problème de sécurité au-delà de ce qu'on voit en Ukraine. Ça veut dire que les gens nous montrent l'Ukraine, mais on ne voit pas ceux à qui on montre l'Ukraine. Parce que n'importe quel autre pays peut devenir ce que l'Ukraine est aujourd'hui, mais encore plus loin. Quand vous voyez la gravité des sanctions prises contre la Russie, vous vous posez la question de ce qui adviendrait à un petit pays si les mêmes mesures sont prises contre lui. Donc, si un grand pays comme ça peut être d'une certaine façon isolé économiquement, asphyxié, qu'est-ce qui adviendrait des petits pays dans ce genre de circonstances? Et donc, on a un réel problème de sécurité de ce point de vue, mais aussi au-delà du fait qu'on soit exposé d'un point de vue de la défense militaire, il y a le fait que dans le Nord, au moment où on parle du réchauffement climatique, dans l'hémisphère Nord, il y a un stock arsenal qui, à lui tout seul, constitue
une chaleur invisible. Absolument, absolument. Parce que le stock nucléaire, c'est le réchauffement invisible. Si ça explose, vous n'imaginez pas la quantité de chaleur que ça peut dégager. Or, aujourd'hui, les stocks qui sont disponibles permettent aux gens de faire un feu d'artifice là-bas. Ce n'est pas une belle expression, mais ils peuvent faire un feu d'artifice nucléaire et se pose pour toute la planète, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de réchauffement climatique, se pose la question de la dénucléarisation. Et cette question est tellement sérieuse qu'elle ne peut pas être laissée aux seules puissances atomiques. Merci beaucoup, maître, pour cet éclairage, en tout cas, que Nombona ne perçoit pas encore, parce qu'il faut être du domaine, il faut le dire, pour comprendre tout ça. Alors, par rapport à ce que vous venez de développer, maître, vous nous avez présenté le danger que court la planète ou bien tous les États aujourd'hui de par cette insécurité. Alors, vous avez démontré la dotation, au jeu de cas, le monde des armes nucléaires susceptibles de faire disparaître d'une bonne partie, peut-être, notre monde. Est-ce que cette guerre ne conduira pas le monde vers la course au réarmement? Est-ce que ça ne conduira pas... Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est dans ce contexte qu'on pourrait dire que Vladimir Poutine rend service aux États-Unis. En fait, les puissances, dans le jeu de puissance, les deux se rendent service. La Russie et les États-Unis se rendent service. Les Américains étaient dans la difficulté de justifier le maintien de l'OTAN depuis un certain moment. Les membres de l'OTAN même, sinon dans leurs pays respectifs, de nombreuses voix s'élevaient contre l'OTAN et demandaient sa dissolution. Et effectivement. Vu que le pacte de Varsovie n'existait plus et que l'Union soviétique avait disparu. Et donc ici, la Russie, Vladimir Poutine rend service aux Américains parce que tous ceux qui n'ont pas le parapluie nucléaire courent vers le grand frère américain. Parce que l'OTAN s'est créée sous l'effet de la menace. Quand les gens ont vu les bombes exploser à Hiroshima et Nagasaki et qu'ils ont appris que Staline, qui avait déjà occupé à cette époque-là toute la partie est de l'Europe, quand ils ont appris que lui, il a la bombe atomique. Donc d'abord, ils l'ont vu exploser et ils ont appris que lui, il en a. Et le grand frère, un autre grand frère qui en a, dit aux plus jeunes, aux plus petits, moi, je peux garantir votre défense à condition que vous soyez tous autour de moi. Donc voilà les circonstances dans lesquelles se crée l'OTAN. Et donc, à partir du moment où la bombe atomique organise ainsi les relations internationales, on comprend que celui qui n'est pas dans ce contexte-là se retrouve hors jeu. Et donc, la logique, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, je suis bien au cours de votre développement. Oui. Oui. Alors, nous allons partir d'abord du côté de la régie pour suivre, n'est-ce pas, l'intervention de Poutine, son avis à propos de la régie, s'il vous plaît, puis nous allons passer à l'analyse. Мною принято решение о проведении специальной военной операции в Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Alors les mots sont forts, hein, en tout cas, maître, à ce siècle, la menace est forte pour Poutine qui menace tout État qui oserait intervenir pour le compte ou pour accompagner l'Ukraine. Alors, est-ce une simple menace ou quelque chose de vrai?
Oh, il organise à ce moment-là une opération dans laquelle il mobilisait les forces armées. Et donc le discours dans ce cas de figure ne peut qu'être martial. Ce n'est pas un discours de paix, c'est un discours martial. Souvenez-vous du mot de George Bush, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc il n'y a pas de nuance. Et donc de ce point de vue, lorsque Vladimir Poutine annonce le commencement d'une opération, il fixe les termes de cette opération. Et ce n'est pas seulement un message envoyé aux Ukrainiens et au reste du monde, mais c'est surtout un message envoyé aux Américains. Parce que pour la Russie, les autres n'existent pas. L'Europe, c'est une périphérie des États-Unis. Ils ne peuvent conduire aucune opération sans les Américains. Et donc, de ce point de vue, lui, il s'adresse directement aux Américains et ça nous ramène à 1949. Voilà. Il y a l'OTAN, Staline fait exploser la bombe atomique. Et donc ici, Poutine entre en action. Il sait que le niveau d'engagement militaire dans lequel il se met pourrait susciter une réaction. Donc il l'anticipe. Et ici, c'est aussi une question de degré de responsabilité. Voilà. Entre tous ceux qui ont la possibilité d'appuyer sur le bouton nucléaire. Oui. Et d'ailleurs, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, je voulais situer le niveau du risque de ce point de vue, parce que Troisième Guerre mondiale, d'abord, ce serait une guerre dans l'hémisphère nord, parce que ça ne concerne que l'hémisphère nord jusqu'à présent. Mais risque de Troisième Guerre mondiale, pourquoi? Il faudrait voir les paramètres. Voilà. L'OTAN, c'est 30 membres. Et l'article 5 du traité de l'OTAN dit que lorsque l'un des pays est attaqué, tous les autres pays sont attaqués. Et donc, il y a une solidarité inconditionnelle. Et à ce moment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en face de ces 30 personnes qui peuvent prendre la décision de guerre, il y a une personne en face. Ça fait 31 personnes quand même qui peuvent agir. Et ça fait beaucoup trop pour la paix dans le monde, parce que quand c'est Hitler et Churchill, c'est deux personnes qui prennent les décisions. Quand c'est Hitler et Staline, c'est deux personnes. Donc au début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un décideur en face d'un autre décideur avant que ça ne s'étende. Voilà. Or ici, on a un décideur en face de 30 autres décideurs. Et si l'Ukraine faisait partie des 30 décideurs, quand vous entendez ce que dit Zelensky, parce que lui, il appelle carrément à la Troisième Guerre mondiale, quand il demande l'exclusion aérienne, l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, il sait que ça veut dire Troisième Guerre mondiale. Donc si lui, il était parmi les 30, il aurait pu ne pas suivre la coordination américaine et peut-être dire... Bon, si c'était la Pologne, il aurait pu dire « je ne supporte pas de voir les Polonais souffrir et moi je m'engage dedans ». Et une fois qu'il s'engage, il entraîne les autres. Et donc il y aurait eu ce risque-là. Et quand on considère ces éléments, on voit en quoi on aurait pu être face à une Troisième Guerre mondiale. Et il y a aussi le cheminement des éléments de ressemblance. La Première Guerre mondiale, les Austro-Hongrois, pour venger leur prince assassiné, vont presque insulter les Serbes parce qu'ils leur envoient une note diplomatique dans laquelle ils leur posent des conditions inacceptables. Ils savent que les autres ne peuvent pas l'accepter sans perdre la face. Et donc, à ce moment, que font les Serbes? Ils refusent d'obtempérer à ce que demandent les Austro-Hongrois et on entre en guerre. Ce paramètre, vous le retrouvez dans la situation actuelle. Vladimir Poutine négocie avec les Américains. Ensuite, il leur envoie une lettre dans laquelle il pose des conditions inacceptables. 4 conditions. Inacceptables pour les Américains. Voilà. Les Américains ne l'acceptent pas et nous nous retrouvons à ce moment-là dans le conflit actuel. Il y a un autre paramètre qu'on pourrait retenir, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier pays occupé par Hitler, c'est l'Autriche. Et le prétexte, c'était la population germanophone qui s'y trouvait. Et ici, on retrouve ce paramètre aussi. Il y a une population russophone qui se trouve en Ukraine et
Poutine intervient pour protéger cette population. Et donc, du coup, sur le plan international, vous vous retrouvez avec beaucoup de principes et de droits qui sont en contradiction. D'une part, vous avez la souveraineté de l'Ukraine et l'inviolabilité de son territoire qui doivent être respectés. D'autre part, vous avez le devoir de l'État russe de protéger sa population à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Souvenez-vous que quand il y a des conflits en Afrique, on vient évacuer les Européens. On ne demande pas la permission au pays, on vient les évacuer. Et donc, Poutine est plus ou moins dans une démarche de cette nature. Je ne justifie pas son action, mais j'essaie de comprendre les éléments qui interviennent. Et on verra aussi, si on a le temps, la différence qu'il existera entre Poutine, l'homme, et la Russie, ou Zelensky et l'Ukraine. Effectivement, on peut développer de ce côté. Effectivement, Poutine devient comme un mystère. Et nombreux pensent que ce n'est pas un homme de notre siècle. Pensent que c'est un homme d'un siècle révolu et qui ne pense plus comme aujourd'hui. D'autres le confondent même à ses arrière-grands-parents. Voilà. Et Poutine, qu'est-ce qui peut le caractériser? Voilà, l'homme. Poutine, c'est contesté par personne, c'est quelqu'un de très intelligent. Ce n'est contesté par personne. Ce n'est pas n'importe qui peut à la fois être un juriste de qualité, formé à l'intelligence au sein du KGB, pilote d'avions de chasse, il pilote d'autres types d'engins. C'est un homme complexe, discipliné et très intelligent. Et vous remarquerez qu'il atteint tous ses objectifs. Voilà. Il n'agit pas au hasard, tout est planifié. Dire que Poutine ne soit pas un homme de notre siècle, pour cela, je dirais qu'il faudrait établir des comparaisons. On est ici en train de parler de la notion de sécurité nationale, telle qu'elle s'interprète par les chefs d'État. Et selon qu'on soit chef d'État d'un petit pays ou d'un grand pays, la notion de sécurité nationale n'est pas la même. Alors, on va d'abord le comparer à un autre Russe. Oui. Lorsque les troupes nazies arrivent au cœur de la Russie, quand Staline repousse ses troupes, il les repousse jusqu'en Allemagne. Et de là, il décide que tous les territoires qu'il avait libérés ne pouvaient plus être libres comme avant. Donc, d'une certaine façon, certains étaient intégrés à l'Union soviétique. Ceux qui n'étaient pas intégrés, on avait installé dans ces pays des pouvoirs qui obéissaient à Moscou, sinon qui étaient conformes à la volonté de Moscou. Donc ça, c'est la compréhension de la sécurité nationale selon Staline. Si vous comparez Staline à Poutine, vous vous direz, c'est certain, Poutine n'est rien du tout. Parce que Poutine apparaîtrait comme quelqu'un qui est dans des mesurettes. Il serait tellement faible à côté de Staline. Et si vous le comparez à un autre personnage, on prendrait Kennedy, qui n'est pas un va-t-en-guerre. Lorsque les missiles soviétiques étaient sur le point d'être installés à Cuba, Kennedy avait tracé une ligne. Il avait dit, si vous la franchissez, on entre dans la Troisième Guerre mondiale. Donc ici, Poutine est un homme à mettre en perspective avec Kennedy, avec Staline, et plus proche de nous, avec George Bush fils, qui, au nom de la sécurité nationale, n'est pas allé dans un pays voisin, est allé au Moyen-Orient, a organisé et créé le concept de défense préventive. Et donc, Poutine, il faudrait l'analyser de cette façon. Maintenant, Poutine par rapport à son pays, parce qu'on a tendance ici à confondre les hommes et les pays qu'il dirige. Poutine n'est pas la Russie. La Russie est un pays que Poutine a trouvé en état de délabrement. Il fait beaucoup d'efforts pour réorganiser ce pays, pour le redresser, pour lui donner un positionnement international, mais n'empêche que le pays a de sérieuses difficultés parce que après Poutine, on ne sait pas ce qui adviendra. Et souvenez-vous que les présidents américains ont coutume, l'Occident dans son ensemble, a coutume de tromper les présidents américains. Non, les présidents russes, j'allais dire. L'Occident trompe les présidents russes.
Donc vous verrez cela avec Gorbatchev, il a été trompé. Vous le reverrez avec Yeltsin, lui aussi a été trompé. L'OTAN a continué à s'étendre. Poutine lui-même a été trompé. Parce que Poutine, s'il ne s'était pas maintenu au pouvoir, avait fait ses 2 mandats. Et pendant les mandats de Poutine, l'OTAN s'est étendue sur la Lituanie et la Lettonie. Oui. Et à ce moment-là, Poutine n'a rien dit. Donc la frontière de l'OTAN est déjà arrivée jusqu'à la Russie et Poutine n'avait rien dit. Donc lui aussi a été trompé. Et là, nous sommes en train de vivre un scénario qui n'était pas imaginé parce que les Occidentaux ne s'attendaient pas à ce que Poutine se maintienne. Et donc, dans le raisonnement consistant à différencier l'homme du pays, les Occidentaux avaient la certitude que Poutine partira et ils attendaient un autre Gorbatchev. Absolument. Et Poutine est resté. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'après Poutine, il y aura un Gorbatchev ou après Poutine, il y aura un Staline qui pourra à ce moment réclamer la sortie des pays qui sont entrés dans l'OTAN. Donc ici, la crise ukrainienne est plus une crise de sécurité mondiale. Oui. Ça dépendra de l'attitude de celui qui sera à la tête de la Russie. Et je dirais même que de ce point de vue, nous avons en ce moment ce Poutine que nous voyons. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve, parce qu'il y en a qui se demandent, après l'Ukraine, qu'est-ce qui va arriver. Donc on ne le sait pas encore, et de ce point de vue, je disais que la Russie est un pays avec beaucoup de difficultés. C'est l'un des rares pays d'Europe qui n'a pas fini son processus d'industrialisation. Il n'a pas fini son processus de transition démocratique, parce que bien qu'il y ait des élections, il n'y a pas encore eu d'alternance en Russie. C'est les mêmes forces parce que Poutine arrive avec la faveur de Yeltsin et il se maintient. Quand il fait le changement avec Medvedev, c'est le même parti. Donc la Russie est un pays en transition démocratique. Ils n'ont pas encore véritablement connu la démocratie. Sur le plan de l'économie du marché, c'est aussi un pays en transition. Parce que lorsque vous voyez certaines choses qui se passent avec les oligarques, vous comprenez que l'État a encore beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est un pays en transition. Et Poutine, à lui tout seul, ne peut pas tout régler. Il va faire son temps, mais il reste l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après? Que deviendra la Russie? Est-ce qu'elle va véritablement devenir une démocratie? Est-ce qu'elle ira au bout de son processus pour devenir une économie de marché? Est-ce qu'elle va achever son processus d'industrialisation? Il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Beaucoup de questions. Merci, maître, en tout cas. Et lorsque vous posez ces questions, je vous ramène dans les sanctions, effectivement. Les différentes sanctions, on peut par la Russie. Du jamais vu, il faut le dire, ça rentre vraiment dans les annales des livres d'histoire. Ça se dira toujours. Et on se pose là, on se dit même, quel sera le sort de la Russie? L'avenir de la Russie? Est-ce que ces sanctions emmènera Poutine, en tout cas, à capituler? Parce que c'est trop comme sanction. Ça, il faudrait le mettre dans le contexte culturel. Le peuple russe est un peuple habitué à vivre comme rejeté par le reste du monde, et au contraire, ça alimente ce sentiment patriotique. Lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée, des mesures avaient été prises. Qu'est-ce qu'elles ont eu comme conséquence, ces mesures? Elles ont rendu Poutine plus populaire dans son pays. Il a gagné toutes les élections auxquelles il a participé, son parti également, et personne au monde ne conteste la transparence de ces élections. C'est parce que le peuple russe a une histoire de résistance et a une fierté nationale. Si vous demandez à un Russe entre, on va dire, le fromage et la fierté internationale, il vous dira la fierté internationale. Il se privera du fromage et du vin pour être fier, parce que le Russe n'accepte pas d'être un citoyen de seconde zone sur la planète. Et donc, ces sanctions vont avoir des conséquences certaines. Ça fragilise l'économie, ça se fait déjà voir, mais elles auront à l'intérieur la conséquence de renforcer l'image de Poutine, parce que les Russes sont toujours à la recherche d'un tsar. Historiquement, c'est un peuple qui a toujours réglé, qui a toujours tout résolu par son tsar. C'est pour ça que Lénine, quand il arrive,
la première des choses qu'il fait, c'est d'organiser un pouvoir central. Et Staline reprend cet appareil, c'est toujours un système centralisé. Et les Russes aiment avoir un tiers. Ils aiment aujourd'hui la démocratie, ils aiment la liberté, toutes les bonnes choses, mais aussi un tiers. Oh. Et donc le champagne sans tiers, pour les Russes, ça ne se tient pas. Ah, ça c'est bien dit. Vous parlez comme à Moscou, maître. alors maître, regardons du côté des autres continents. Et pardon, si vous permettez que je complète sur l'aspect économique. Oui, les sanctions. Oui, sur cet aspect, l'une des conséquences possibles aussi, c'est le renforcement des BRICS. De la même façon que je vous disais que Poutine renforce les États-Unis, parce que tout le monde maintenant va acheter les armes chez les Américains, donc on repart dans la course aux armements. Mais de cette même façon, je vous dirais que économiquement, le FMI et la Banque mondiale, qui étaient déjà contestés parce que aux voix du FMI et de la Banque mondiale, l'Occident a une part qui ne correspond plus à son économie. Donc la Chine, par exemple, qui est devenue la première puissance économique mondiale, est une voix minoritaire et très faible au sein de la Banque mondiale et du FMI, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, en faisant ce qui se fait contre la Russie, les BRICS vont certainement se réorganiser, se renforcer, et on pourrait voir naître une économie parallèle, parce que les Chinois savent que ce qu'on fait à la Russie pourrait leur arriver à eux. Donc, ils vont prendre des précautions par rapport à ça. L'Inde, qui est une grande puissance, enfin, qui est un pays très grand aujourd'hui, qui deviendra une grande puissance et qui commence à se faire entendre. Parce qu'ici, on n'entend pas assez l'Inde. L'Inde a bloqué le processus de négociation à l'OMC. Et ici, l'Inde n'a pas condamné la Russie. Voilà. Et la Chine non plus n'a pas condamné la Russie. Quel est le message que ces deux puissances nous envoient, parce que c'est des puissances qui ont des voisins? Le cas de l'Ukraine est un cas qui réveille ou appelle l'attention sur la situation de tous les voisins des puissances militaires. Et tout particulièrement, un pays dont on ne parle pas, la Mongolie. La Mongolie est enclavée, si vous regardez la carte, c'est enclavé entre la Russie et la Chine. Donc imaginez la Mongolie, le président mongol en train de faire ce que fait Zelensky, de jouer sur la corde raide entre les deux puissances. Et ça finit par... il arrive ce qui vient d'arriver actuellement en Ukraine. Et donc, tous ces pays voisins des puissances sont inquiets de ce qui se passe. Il n'y a pas que les puissances qui regardent ce qui se passe en Russie, mais les voisins des puissances nucléaires se posent la question, comme je disais tout à l'heure aussi, pour ceux qui n'ont pas de parapluie nucléaire, ils se demandent dans quel monde on est. Il y a deux mondes, celui du parapluie nucléaire et l'autre. Alors, au fur et à mesure que nous suivons l'actualité, nous avons vu l'attitude du président Zelensky, qui commence à changer ces derniers temps. Il a tenu de ses propos. Il a pris conscience, il parle au nom de son peuple, ils ont pris conscience que les portes de l'OTAN leur sont fermées. Il a fait preuve, il a fait constater leur solitude, qu'ils sont presque seuls à combattre. Dans le cadre des négociations, est-ce une façon déjà de commencer à fléchir, de s'ouvrir à la Russie? Et c'est dommage qu'il ait attendu qu'il y ait eu tant de destruction, tant de souffrance pour en arriver là, parce que ici aussi les gens confondent l'Ukraine et le président de l'Ukraine ou les dirigeants politiques de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays souverain qui a droit à tout ce que confère la souveraineté, a droit à l'inviolabilité de son territoire, mais n'empêche que la souveraineté n'est jamais une souveraineté absolue. Le général de Gaulle disait que la politique étrangère d'un État s'inscrit dans sa géographie. Donc les responsables politiques ukrainiens ne peuvent pas concevoir de politique étrangère sans tenir compte de leur géographie. Absolument. Je vous ai parlé de la Mongolie tout à l'heure, enclavée entre la Chine et la Russie, et, on ne fait pas le clown. Et donc ici, dans le cas de l'Ukraine, on devrait avoir une attitude responsable. Ce que fait le président Zelensky maintenant, c'est une sorte d'assouplissement, une sorte de retour
vers un réalisme, parce que la politique, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Et la réalité ici, c'est que ce pays se trouve entre deux blocs nucléaires. Absolument. Et c'est une situation qui appelle le sens de responsabilité politique le plus élevé. Donc c'est une bonne chose qu'ils tiennent compte de cela parce que c'est un fait. Et il faudrait qu'ils pensent à écourter les souffrances sans pour autant que je puisse saluer ou encourager ce que fait la Russie. Alors, ben, tout ce qui se dégage, c'est que, comme on dit, un État arrête la folie d'un autre État. Une bombe arrête la folie d'un autre État possédant la bombe. Mais en tout cas, c'est pour une première fois, je vais me permettre de le dire, que nous constatons la puissance de feu, de par la puissance de feu, la Russie tient tête à l'OTAN. Et lorsqu'elle tient tête à l'OTAN, je prends et les États-Unis et l'Union européenne, toutes ces armées. Alors, la menace, nous l'avons suivie. Alors, on doit nécessairement se projeter dans l'avenir. Est-ce que cela ne risquera pas de changer la donne diplomatique dans le monde? Quel est ce monde qu'on peut envisager demain entre ces grands, ces géants? Est-ce que la Russie ne risquera pas de dicter sa loi? Voilà ce que je dis dans le monde. Et certainement que le monde va être à la recherche d'un équilibre parce que l'Amérique s'est retrouvée dans la position qui a été qualifiée d'hyperpuissance. Ah oui, donc la disparition de l'Union soviétique a propulsé l'Amérique à un niveau de puissance jamais atteint par aucun empire auparavant. Oui. À partir de ce moment, l'Union soviétique, qui avait été une grande puissance, qui a disparu, il faut toujours le rappeler, la Russie est l'héritière de l'Union soviétique. Or, l'héritier continue la personne du défunt en droit civil. Ici, en droit international, l'héritier continue la personne et la personnalité internationale de la puissance. Et donc, la Russie, je l'avais dit en début d'émission, a vocation à faire puissance dans le monde parce que les États font puissance. Depuis l'Antiquité à nos jours, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'on a été relativement battu, comme ça a été le cas de la Russie par l'URSS interposée, on a vocation à renaître. Absolument. Sinon, on continue à être écrasé parce que vous parlez de l'encerclement de la Russie. Il n'y a pas que la Russie qui est encerclée, même la Chine est encerclée. L'Amérique, dans sa démarche de domination et de contrôle du monde, parce que je vous ai dit que les empires n'acceptent pas d'autres empires. Il y a la jalousie des empires. On fait toujours tout pour détruire l'autre. L'Amérique va continuer sa déferlante. Ce que l'Amérique a fait avec l'URSS, elle voudra le faire avec la Russie. Avec l'URSS, ils ont attendu 70 ans avant de l'exploser. Avec la Russie, ils voudront attendre le temps nécessaire jusqu'à l'exploser. Ils attendront un autre Gorbatchev qui pourra exploser la Russie et ils vont la récupérer par petits morceaux. Donc cette démarche-là, elle va continuer. Et Vladimir Poutine, pour les Russes, est l'homme qui les sauve de cette éventualité. Absolument. Et les Chinois savent que si la Russie est absorbée après 25 ans ou après 30 ans, à la suite d'un éclatement comme ce qui s'est passé en Union soviétique, après ce sera leur tour. Absolument. On va s'appuyer sur le Tibet, ainsi de suite, éclater la Chine pour la récupérer en petits morceaux. C'est là que j'aimerais développer un point sur l'Afrique. Voilà, j'en venais d'ailleurs. Voilà. Vous avez comme ça, dans l'hémisphère nord, un monstre militaire qui s'est créé, une grosse machine militaire comme jamais vue auparavant. Parce que vous avez dans l'OTAN 30 pays et vous avez 3 puissances nucléaires dans les 3 pays et plusieurs puissances militaires. Lorsque l'Afrique tient compte du fait qu'au nord, il se passe cela, nous sommes le seul continent où on ne fabrique pas d'armes. Voilà. Quand vous êtes le continent le plus riche et que vous voyez les pauvres en train de s'armer, si vous êtes riche dans un quartier, vous voyez tous vos voisins en train de fabriquer des armes, vous vous inquiétez. Absolument. Bon, donc là, l'Afrique est dans la condition du continent qui compte sur la morale des autres. Absolument. Qui compte sur le fait que les autres
auront le bon sens de ne pas les attaquer. Et historiquement, ça a toujours été faux parce que au XIVe siècle, l'Afrique était au même niveau que l'Europe. Ah, absolument. Quand l'Europe a eu l'arme à feu, ils n'ont pas hésité à soumettre l'Afrique à l'esclavage. Ah, oui. Et ensuite à transformer l'esclavage en colonisation. Or, ceux qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation sont membres de l'OTAN. Certains, comme la France, ont reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité. D'autres ne l'ont pas reconnu. La colonisation n'a pas été reconnue comme un crime contre l'humanité. Et donc, vous avez ici, historiquement, des gens qui ont déjà nui à ce continent, mais qui sont devenus beaucoup plus puissants. Et il y a en face un continent qui continue à attendre des autres, qui croit qu'il organisera sa défense avec les armes des autres. Et ça... dans les milieux intellectuels africains, de plus en plus, on se dit qu'il faudrait que l'Afrique aille vers une utopie. Il faut réaliser des utopies. Il faut rêver. Il faut rêver en tout cas. Il faudrait mettre des jeunes à contribution pour qu'ils réfléchissent au type de défense qu'il faut pour l'Afrique. Pensez en se disant que nous ne fabriquons même pas des tiges d'allumettes, on ne pourra pas fabriquer un porte-avions. Ça, c'est se mettre à la place des jeunes qui ont du génie. Il faut leur donner la mission de penser les armes de demain et les jeunes pourront commencer par dessiner parce que tout commence par la conception. Donc ils vont concevoir des armes, commenceront à les réaliser. N'oubliez pas que ce sont ces jeunes qui ont créé la monétique mobile. Ils ont reçu des téléphones portables sans avoir fait aucune formation d'ingénieur. Ils ont inventé la monétique mobile. Donc, le stock, l'arsenal qui menace l'Afrique aujourd'hui est un arsenal pour lequel, si vous mettez les jeunes à contribution, ils pourront vous dire comment ils vont neutraliser tout ça. Absolument. Mais si ceux qui sont nés et ont grandi sous le joug colonial, donc qui ont le syndrome de l'impuissance apprise. Voilà. J'explique c'est quoi l'impuissance apprise, si vous me permettez. C'est une pratique qu'on montre généralement par l'exemple de l'éléphant. Un éléphanteau, on lui met une corde à la patte et on l'attache à un arbre. Il essaie de se déplacer, il n'arrive pas. Il tire sur la corde, il n'arrive jamais à la casser. Au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, qu'il prend du poids, il essaie de casser, ça ne marche toujours pas. Il finit par intérioriser qu'il ne peut pas casser la corde. Donc même quand il devient assez grand qu'il peut arracher l'arbre, il ne s'éloigne jamais de cet arbre parce que dans sa tête, il a appris qu'il ne le peut pas. Ça. Or, il y a dans beaucoup de pays africains encore aujourd'hui des directions politiques qui sont tenues par des gens qui ont appris l'impuissance à l'époque coloniale. Et donc, du coup, ils inhibent la jeunesse qui peut entreprendre dans plusieurs domaines. Ils empêchent cette jeunesse de prendre les décisions qu'il faut ou d'entreprendre dans les secteurs qui pourraient garantir la sécurité du continent. Alors, la dernière question, Maître, merci d'avoir déjà passé une revue sur l'Afrique. Alors, Maître, pour terminer, comment peut-on envisager l'avenir du monde demain, après ce conflit? L'OTAN, surtout l'OTAN, comment peut-on envisager l'avenir du monde, sa diplomatie, ses organismes, ainsi de suite? L'OTAN continuera son mouvement parce que je vous parlais au début de la démarche civilisationniste des États-Unis en tant qu'empire. Donc ils ont apporté un modèle. C'est vrai qu'avec l'OTAN, parce qu'il ne faut pas confondre l'OTAN et les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un instrument. Les États-Unis, c'est une puissance avec une vision du monde. Alors, cette vision-là des Américains, elle va se poursuivre. Ils ont mis un accent particulier en Europe. L'Europe aujourd'hui ressemble de plus en plus à l'Amérique par son mode de vie, un état de droit. Et donc, les Américains vont continuer cette démarche et vont continuer à envahir le monde. Je vous ai dit qu'ils utilisent le soft power et le smart power. Ils utilisent tous les mécanismes non violents pour dominer l'autre. Et le type de domination qu'il y a en Europe, c'est une domination de partenariat. On est ensemble, mais il y a un plus fort. Et c'est ce que les Américains vont continuer à faire. Et le jeu de puissance entre
tous les grands États, entre les pays détenant la bombe atomique, ce jeu de puissance va se poursuivre et le monde sera dans ce qu'il a toujours été, à la recherche d'un équilibre. Alors, en tout cas, pour boucler, comment sortir enfin de cette guerre? Comment mettre fin à cette guerre? En quelques mots. Et la guerre, si on retient la guerre, elle est en train de prendre fin. Militairement, tout le monde voit que la capitale est encerclée, donc le pouvoir politique est sur le point de basculer et ça dépend des décisions du président Poutine à ce moment. Quels sont les objectifs qu'il s'est fixés? Est-ce qu'il va accepter de discuter avant d'arriver au cœur de la capitale? Est-ce qu'il va discuter avec le nouveau pouvoir qu'il va établir certainement à Kiev? La question reste entière. Merci bien, maître, en tout cas, Anissé Poitiers-Amar. Je rappelle que vous êtes avocat, politologue. Vous venez de rendre disponible donc, la matière qui est la vôtre en matière concernant donc, cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Une fois de plus, merci en tout cas, maître Oreste. En tout cas, j'aimerais bien continuer à recevoir sur ce plateau, au fur et à mesure que la guerre évolue, des diplomates, des stratèges, des gens qui sortent des grandes écoles de stratégie afin d'apporter la connaissance vraie aux Congolais. Donc j'avais reçu, comme je l'ai dit, sur ce plateau, maître Anissé Poitiers-Amar, avocat et politologue. Il faut rappeler qu'il évolue au Canada. Il n'est plus à présenter souvent sur mes plateaux, ça c'est au moins pour la 3e ou la 4e fois. Vous allez beaucoup le suivre sur le YouTube de Mag Le Bazar. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.